Eh bien bonsoir à vous chers lecteurs des publications Agora, on fait le deuxième petit point sur le Transition Forum, d'accord, donc la partie 2, la partie de vendredi. Donc là on a parlé un peu plus, on a parlé pas mal de l'Europe, d'accord, on a parlé pas mal du bâtiment, des villes et un petit peu de recyclage. Donc voilà, je vais vous passer sur certains points, la mer, ce genre de choses, ce qui sont des choses intéressantes, mais on va faire quelque chose d'un peu plus concis que la dernière fois. Donc au niveau des bâtiments, la plupart des maires qui ont été là-bas nous ont expliqué que le but maintenant c'était d'utiliser de plus en plus des friches pour pas utiliser d'autres terrains qui sont des terrains boisés, ce genre de choses. Donc l'utilisation de ces friches, ça fait monter des coûts. Pourquoi? Parce que généralement soit il faut détruire des immeubles et en plus de les détruire, généralement il faut décontaminer. Donc ça a un coût. On nous a aussi beaucoup parlé de densité, donc d'améliorer, d'augmenter la densité, mais pas d'augmenter la densité comme on le faisait avant, c'est-à-dire comme vous voyez dans les banlieues et qu'on crée des problèmes, c'est-à-dire de faire des cages à lapins, de les monter en étages et de faire 150 étages. Non, non, c'est le but de la densité, c'est de faire de la densité autour de ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, d'accord, donc avec des bâtiments qui sont beaucoup plus ouverts, qui ont beaucoup plus de diversité. Donc c'est-à-dire dans votre bâtiment, par exemple au premier étage, vous avez des magasins, des restaurants. Au deuxième étage, vous avez une maison de soins. Au troisième étage, vous avez une école. Au quatrième, vous avez des bureaux. Au cinquième, au sixième et au septième, vous avez des appartements. Vous voyez? Et du coup, l'immeuble a une vie totalement différente, avec des manières de gérer qui sont différentes, avec des adaptations qui sont différentes. Typiquement, l'école, vous allez la chauffer l'après-midi, les bureaux pareil. Du coup, le soir, en début de soirée, vous avez besoin de moins chauffer les appartements parce qu'en fait, la chaleur résiduelle des bureaux et des écoles remonte, si vous voulez. Et du coup, vous allez utiliser tout ça et créer de nombreuses choses. On a vu beaucoup de choses avec beaucoup d'acteurs qui nous parlaient de ce qui se passait en Asie, donc comment ça s'appelle, des tennis sur les toits, ce genre de choses, et de la manière dont on pouvait rendre les bâtiments plus attractifs pour l'homme. Et du coup, on retombe sur ce que j'ai dit la fois d'avant, c'est-à-dire en fait on n'est pas sur une écologie punitive, mais en fait on vous amène un tel bien-être que vous avez intérêt à vivre dans ces écoquartiers. Et en fait vous avez envie de vivre dans ces écoquartiers. Et c'est l'envie, votre bonheur personnel qui fait que vous allez aller là-dedans. Pourquoi? Parce que vous allez payer moins d'électricité, parce que vous allez être plus proche des écoles, et parce qu'il y a toute une architecture autour qui se crée. Et vous avez beaucoup de moyens d'optimiser les choses. On a vu les gens de chez Vinci. Les gens de chez Vinci nous ont parlé de, par exemple, tout ce qui était les cabinets médicaux et la manière dont on pouvait maintenant se dire qu'il fallait arrêter que chaque médecin ait un cabinet et qu'on ait des plaques partout, mais qu'on ait des grands cabinets médicaux avec des bureaux partagés, ce genre de choses, et une optimisation. Et du coup, sur lequel on pouvait apporter beaucoup de couches de services en plus, et sur lequel les investisseurs ils pouvaient créer de la valeur. C'est-à-dire amener la secrétaire, amener ce genre de choses. Et en fait, on allait diminuer le coût pour le médecin, tout en maximisant la rentabilité du côté de la foncière ou de ce genre de choses, et qu'on pouvait grappiller sur la rentabilité de 3%, donc ce qui n'est pas négligeable, tout en réduisant les coûts des médecins et tout en optimisant le soin. Donc vraiment, on est dans cette notion avec l'écologie et surtout au niveau des villes d'optimisation. Et moi, je pense que ça, c'est clé. C'est tout ce que les gouvernements vont faire et tout ce que les acteurs vont faire pour optimiser les choses et changer la manière dont on vit. Donc c'est des choses qui forcément vont se faire dans le temps. Je pense que ça va se faire d'abord dans des micro-quartiers, qu'après les gens vont se rendre compte que c'est plus intéressant de vivre dans ces micro-quartiers-là, et que petit à petit ça va se développer partout. Parce qu'en fait ces quartiers auront plus de valeur, et que du coup dans les anciens quartiers, il y aura des investisseurs qui viendront et qui diront on va adapter les mêmes manières de faire des autres quartiers dans les anciens, et ça va créer de la nouvelle valeur, et vous avez un effet d'entraînement. On a eu après pas mal d'entreprises, dont Airbus ou Vinci, qui nous ont parlé des villes intelligentes. Donc ça, on en a déjà parlé un peu hier avec le principe des feux rouges, ce genre de choses. Mais surtout sur l'intelligence des bâtiments et le fait qu'on pouvait réduire juste par l'intelligence et avec de l'IoT, ce genre de choses, la consommation CO2 d'un bâtiment de 10 à 25%. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très très importantes.
Après, on a eu une partie plus financière avec BPI France et Crédit Agricole qui sont dans la volonté d'être vraiment dans la finance beaucoup plus verte, avec une volonté chez BPI France de nous expliquer que maintenant ils étaient arrivés à une certaine maturité sur les startups, qu'ils avaient créé un certain nombre de licornes. Leur but quand ils sont créés, c'était vraiment d'arrimer la France à l'Allemagne et à l'Angleterre sur cet écosystème de start-up, que maintenant commençait à y avoir un entraînement qui se faisait tout seul, et que du coup maintenant ils allaient plutôt être sur deux grands fronts, c'est-à-dire les biotechnologies et l'écologie, et que c'était deux nouvelles volontés, c'était de cibler beaucoup plus ces deux actifs-là, et qu'ils faisaient un recentrage sur leur financement qui était quand même très très fort. Crédit Agricole qui nous a expliqué qu'ils étaient leaders des green bonds, qu'ils avaient une volonté vraiment d'en émettre de plus en plus, qu'il y avait une demande des investisseurs et qu'il y avait vraiment une très forte demande de la finance pour la finance verte, entre guillemets, et qui voulaient être précurseurs là-dedans. Donc ça pour nous, pour nos actifs français, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de la manne de financement derrière. Après on a eu Clément Beaune qui a beaucoup parlé de l'Europe, de la volonté de l'Allemagne, de la France et des Européens d'aller vers une neutralité carbone et de faire des très très forts investissements. D'accord ? Donc ça va un peu dans la notion de Bruno Le Maire la veille, qui nous expliquait qu'il fallait vraiment mettre énormément d'argent, mais dans des secteurs bien clés, et qu'il fallait vraiment pousser et taper très fort, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, où on est plutôt dans l'essaimage, ce qui n'est pas forcément le mieux quand on veut vraiment aller très vite et très loin dans un secteur. Un autre point, je ferai un parallèle avec ce que je vous ai déjà dit la dernière fois, c'est l'Allemagne, le nouveau chancelier, enfin celui qui risque d'arriver, qui est l'ancien ministre des Finances, c'est intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que, enfin ministre de l'économie, pourquoi ? Parce que c'est un ministre qui avait, voilà, c'est quelque chose qu'on raconte souvent, il avait peur de téléphoner à ses collègues dans la voiture. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, vous avez un réseau téléphonique qui est si pourri que quand vous prenez une autoroute, ça coupe toutes les 5 minutes. Donc vous avez Angela qui a été très très forte, Angela Merkel qui a été très très forte pour gérer l'Allemagne, mais elle n'a pas su faire passer le cap sur les infrastructures. Et vous avez vraiment un manque d'infrastructures, surtout à l'ouest à l'est de l'Allemagne, pardon. Qui est vraiment très très fort. Et donc ce besoin aussi, il est intéressant parce que dans les gouvernements et dans les négociations qu'il y a maintenant, il commence à y avoir une volonté de certains partis d'amener vraiment un plan d'infrastructure qui est important, comme le fait Biden aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, ce genre de choses. Donc potentiellement, peut-être que les Allemands y arriveront avant. Et si vous faites un plan, bah forcément, quand vous allez construire des autoroutes, vous allez essayer d'utiliser du goudron qui capture le CO2 ou ce genre de choses. Donc vous allez permettre à des acteurs d'avoir une taille de marché qui est importante et de pouvoir innover en se disant qu'il y a ce marché à les capter. Vous allez être le marché de test de ces gens-là qui vont effectivement avoir des problèmes, ça va effectivement faire monter vos coûts, mais après ces gens-là, ils auront une stabilité, ils auront construit leur business model et ils auront compris comment marche leur secteur et ils seront capables d'industrialiser et d'aller plus loin. Et ça, c'est la technologie un peu la façon de faire des Israéliens. Les Israéliens, si vous regardez comment marche la tech profonde, c'est partenariat entre l'armée et une start-up. Et là, généralement, vous avez un cahier des charges qui est très ouvert, d'accord ? Avec des limites de dépenses qui sont assez flexibles. Alors, elles ne peuvent pas exploser, vous avez des grandes barrières, c'est-à-dire vous avez un minimum et un maximum, et vous pouvez généralement pas aller au-dessus du maximum, mais si vous voulez, on ne vous dit pas ça doit faire X, ça doit faire, le contrat il fait 1 259 999,99 €, quoi. Ah, ils sont pas comme ça. Et du coup, ça permet aux entreprises, au tout début, d'avoir un certain marché. Même si elles n'y arrivent pas, c'est pas grave. Le but de l'armée israélienne, c'est juste d'essayer de s'ouvrir au reste, d'être toujours pionnière et de favoriser l'innovation. Et une fois qu'on a fait ça, que l'entreprise elle a un produit qui est un minimum utilisable, ce genre de choses, c'est le gouvernement qui prend la suite. Le gouvernement donne un marché un peu plus grand, la société se structure, apprend à répondre à ce marché, puis après on les pousse à l'international. Et bien là c'est un peu la même chose qu'on pourrait faire sur la partie écologique, comme l'Europe est quand même en avance, mais qu'on a quand même besoin de marchés d'une certaine taille, c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler et qui pourraient nous apporter une capacité vraiment d'installer une industrie écologique de manière très très forte.
Donc ça, c'est vraiment top pour nous, hein, parce qu'on sent qu'on commence à avoir les financements et il semble qu'on commence à avoir la volonté. Et comme je vous le dis souvent, quand on a la volonté et les financements, généralement rien n'est impossible. La question, c'est d'avoir la volonté assez longtemps et les financements assez longtemps. Ça, en Europe, c'est un autre problématique. Surtout qu'en France, on vote bientôt. Qu'en Allemagne, on est dans la tambouille politique. Donc il peut toujours y avoir un retournement. Mais bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est positif, d'accord? Et je trouve que la manière de faire de l'Union européenne est intelligente. Quand ils nous disent on va plus investir en Pologne parce qu'il y a besoin d'aller passer directement de autre chose que le charbon qu'en France où vous avez du nucléaire, ça me paraît intéressant, ça me paraît être des choses normales. C'est-à-dire que si on investit la même somme par Européen en France et en Pologne pour des soucis d'égalité, on va pas avoir le même résultat. Vaut mieux qu'en Pologne, ils ferment leurs usines à charbon et qu'ils passent à autre chose et qu'on mette le paquet là-bas. Ça sera mieux et pour nous, et pour les Polonais, et pour la Terre. Hein. Et largement. Alors que si ici l'Europe se met à subventionner des fenêtres, ça va être bien, mais le gain il va être moins intéressant pour nous que si les Allemands et les Polonais ils s'arrêtent de faire du charbon. Je pense il y avait aussi pour les quelques députés européens qui étaient là une vraie volonté de travailler sur la taxe carbone, sur les crédits carbone, sur favoriser les entreprises qui font des efforts là-dessus, favoriser les industriels qui font des efforts là-dessus, essayer de mettre des quotas sur certaines typologies de produits, par exemple sur l'acier, ce genre de choses, avec des aciers verts, ce genre de choses, et mettre des quotas. Ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes pour les industriels européens, parce que ça leur permettrait de vraiment se distinguer des industriels asiatiques avec un système de notation. C'est des choses qui sont très très intéressantes parce que la Chine commence à le regarder. En Chine, on a commencé à voir certains gouvernements locaux et tout parler de l'acier vert et d'obliger certaines industries et sur certains chantiers à avoir des taux d'acier vert pour favoriser les aciéries qui font des investissements écologiques pour polluer le moins possible. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que plus on va être un certain nombre de pays à se mettre sur ce secteur, à édicter des normes, plus on va pousser du coup l'investissement de ces industriels-là. Hein. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous. Donc voilà, au niveau européen, plus ou moins ce qui s'est passé. Après, ils ont signé les accords de Nice donc, pour le climat, donc pour baisser les émissions. Bon, ça, on va passer en vitesse dessus. Après, on a eu pas mal d'acteurs plutôt B2C, donc on a eu des acteurs du vêtement et on a eu Orange. Donc Orange par exemple, ils nous ont expliqué que les smartphones avaient une durée moyenne de détention de 2 ans en 2015 et que c'était passé à 3 ans en 2020 et que ça allait continuer à monter jusqu'à 4 ans. Donc ça vous montre vraiment aussi dans la théorie qu'on développe dans du Tech Insider. Hein. Je vous encourage à aller voir un peu ce qu'on propose. C'est cette technologie des méga trends et d'essayer de voir où les switches de valeur vont être. Donc là, typiquement, dans les sociétés de création de smartphones, ce que vous voyez, c'est que la valeur, elle est de moins en moins dans le smartphone, mais de plus en plus dans les services qu'il y a avec le smartphone. Donc ça, c'est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, parce qu'il faut essayer d'identifier ces nouveaux segments de marché qui ont quelque chose de plus intéressant pour nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça développe toute une nouvelle économie autour du smartphone. Donc le recyclage, ils nous ont parlé aussi du fait que les scores de recyclage, c'était quelque chose qui devenait de plus en plus important pour la vente de smartphones en Europe. Donc il y a de plus en plus de créateurs de smartphones qui font attention à cette note. Avec une bonne note dans le score de recyclage et dans le score de réparation, bah pour Orange et tout ça, c'est plus facile de réparer un smartphone, ça va plus vite. Donc il y a tout un secteur qui va se mettre en place aussi autour des pièces, autour de la revente, ce genre de choses. On l'a vu avec les émergences des sociétés comme Back Market, ce genre de choses, et ça vous montre bien ce que je vous montrais la dernière fois, c'est-à-dire le système on va rentrer dans un cycle de plus en plus où on va produire le produit, le revendre, d'accord ? C'est-à-dire on va le vendre, quelqu'un va l'utiliser encore, jusqu'à qui soit vraiment obsolète. Là, on va le recycler, on va ajouter un tout petit peu de nouvelles matières et on va recréer un produit. Et en fait, ça fait que dans ce cycle de création de valeur, déjà la création de valeur à long terme, elle est beaucoup plus importante pour une unité de matières premières consommées. Et surtout, même pour entretenir ce cycle à long terme, vous avez plus besoin d'une unité de matière première, mais plus que de X sur Y unités.
Ça dépend de votre capacité de recyclage des métaux, du type de métaux, ce genre de choses. Mais plus vous allez avoir une volonté d'aller dans le recyclage et plus vous allez avoir des incitations, ce genre de choses, plus le taux de recyclabilité va être fort et moins votre besoin d'ajouter des intrants, c'est-à-dire de nouveaux métaux, ce genre de choses, va être important. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, on a vu sur le côté des vêtements, beaucoup d'acteurs militaient pour une régulation sur la partie des matériaux, sur la partie des vêtements, donc obligés à recycler les vêtements, ce genre de choses, à les récupérer. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment des choses qui vont être drivers du changement. Alors pour le moment, on n'a pas vraiment d'obligation de récupération encore, qui est très très forte. Mais je pense que d'ici quelques années, on passera vraiment, à mon avis, sur des systèmes de consignes avec des récupérations de valeur sur absolument tout ce qui pollue beaucoup, les piles, ce genre de choses, et qu'on vous encouragera à rendre votre matériel. Et le meilleur moyen de le faire, ça sera quoi? Ça sera de vous donner une incitation. C'est-à-dire, si vous gardez votre téléphone au fin fond de votre d'une boîte chez vous parce qu'il ne vous rapporte rien, et si on vous dit dans 5 ans, même si votre smartphone il est cassé et qu'il a 10 ans, il vaut 15 euros, peut-être qu'il y a plus de chances que vous allez le rapporter. Et il peut vraiment valoir 15 euros si on arrive à vraiment recycler optimalement le matériel, ce genre de choses. Et ça, on fait des progrès très très forts dessus. Vous avez des sociétés comme Apple qui travaillent dessus. Pourquoi? Parce que vous avez un impact sur la marque, déjà c'est bien parce que ça plaît aux gens, et vous commencez à avoir un impact financier, c'est-à-dire que si vous êtes capable de recycler optimalement vos anciens appareils, vous allez récupérer énormément de matière. Avec le prix des matières et ce genre de choses, si vous les récupérez optimalement, peut-être que vous allez créer de la valeur. Et ça, c'est toute une question de saturation d'un outil de production. Donc vraiment, et le meilleur moyen de saturer un outil de production, c'est d'y aller par la réglementation. C'est-à-dire que si demain, on dit aux industriels du recyclage, faites du recyclage de t-shirts, et qu'on dit à toutes les enseignes qui vendent des t-shirts, maintenant vous allez mettre une taxe de 2 euros que vous rendrez au consommateur que si vous ramène le t-shirt quand il n'en aura plus besoin, même si le t-shirt est en mauvais état et qu'il est décoloré, ce genre de choses, à ce moment-là, vous aurez un taux de retour et donc un taux de récupération qui sera très fort. Et du coup, pour les industriels, il y aura énormément de matière et donc vous aurez une saturation des usines. Donc, ça rendra rentable le processus. D'accord ? Bon, sinon, après, on est parlé un peu des aéroports avec la volonté de Vinci d'être neutre carbone en 2030 sur la plupart. On a pris l'avion aussi avec un avion Air France qui était à 30% avec du biocarburant, avec toujours la même chose. Chez Air France, ils nous expliquaient 30% des coûts, c'est le carburant. Donc moins il y a de carburant, mieux on se porte. Plus on passera à autre chose que du carburant, c'est-à-dire de l'hydrogène ou de l'électricité, plus il y a de chances que ça leur coûte moins cher. Donc plus ils sont prêts pour ça. Donc vraiment, moi je pense que sur l'industrie de l'aviation, on a déjà fait des très grands efforts. C'est une industrie qui, au niveau de son optimisation carbone, est allée beaucoup plus vite que beaucoup d'industries. On n'en parle pas assez, mais ils ont fait un véritable effort. Alors ça pollue encore beaucoup d'aller manger une glace en Australie, ça on est d'accord. Mais moi je suis pas sûr que le travail et la capacité qu'ont ces acteurs à faire le travail, surtout qu'ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont une pression des utilisateurs et de ce genre de choses, soit pas plus importante que la capacité des acteurs du rail à travailler leur coût carbone. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder dans le temps. Ça va toujours dans l'idée que la plupart des acteurs, ils vont faire comme les GAFA pendant un certain temps, qui ont fait les 10 dernières années, ils vont essayer de tendre vers on consomme ce qu'on produit en électricité, on essaye d'être le plus neutre en carbone possible et on essaye de créer de la valeur. Il y a autre chose aussi dont j'ai pas parlé, mais qui va plus ou moins dans le même sens, c'est le fait que dans quelques années, plus votre actif il va polluer ou plus la qualité de l'air autour de votre actif va être mauvaise, plus ça va se ressentir dans la valorisation de votre actif. Donc ça, c'est vraiment considérable. Ça s'est vu aussi, j'en ai pas mal parlé avec des acteurs de l'immobilier là-bas, ça se voit aussi bien sur les actifs type foncière, orientés aux professionnels, que les actifs, les appartements d'habitation, ce genre de choses.
Il y a des acteurs qui vous disaient, il y avait quelqu'un de chez Foncia qui m'expliquait que, à mon avis, pour lui, dans 5 à 10 ans, d'une rue à l'autre, le prix du bien pourra varier de 20 à 25% juste à cause de la qualité de l'air, parce que vous avez des rues qui sont beaucoup plus polluées que d'autres. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est des choses qu'on ne voit pas encore à l'heure actuelle, qui ne sont pas valorisées par les marchés à l'heure actuelle, mais c'est des choses qui risquent d'être dans le futur valorisées. Donc ça, c'est intéressant pour vous en tant qu'investisseur, parce que ça vous permet de vous prépositionner, et ça peut être intéressant, ce genre de choses. Hein. Donc après, il y a eu aussi pas mal de mise en avant des filiales de Evergreen. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les actionnaires d'Evergreen. Ça vous montre quoi? Evergreen, c'est quoi? Déjà, c'est une holding dans les énergies renouvelables qui travaille avec ce qu'on appelle du capital permanent. Je ferai une vidéo pour détailler un peu ce que c'est que le capital permanent. Et c'est Lionel Lemeau qui en est le président, et c'est lui qui organise aussi le Transition Forum, qui prend de plus en plus d'importance chaque année. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que plus le Transition Forum va prendre de l'importance, plus ça va être favorable aux sociétés mises en avant, aux sociétés d'Evergreen, et c'est des choses qui peuvent avoir un effet d'entraînement. Typiquement, par exemple, ils ont investi dans un producteur de bus à hydrogène, et ils ont mis un bus à hydrogène devant le Transition Forum, et c'est comme ça qu'ils nous ont amenés à l'aéroport. Bon, tout ça, c'est des choses quand même qui vous permettent de toucher une cible, donc ça, c'est intéressant pour Evergreen. Attention, je ne suis pas actionnaire d'Evergreen, je vous conseille. C'est pas un conseil d'achat ou rien, ça vous montre juste comment un manager peut créer de la valeur de manière, à mon avis, assez importante pour ses filiales, en créant du business, en étant sur le bon secteur et en étant intelligent. Et je pense que du coup, chez Evergreen, ils sont très très intelligents. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'a dit Bruno Le Maire la dernière fois, sur ce qu'il s'est passé le jeudi ou sur ce qui s'est passé ce soir, à m'envoyer un petit... à parler en dessous de la vidéo, à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez surtout pas à liker et à partager nos vidéos, ça nous ferait très plaisir, puis ça nous permet de grossir. Et puis on vous dit à la prochaine fois pour des événements toujours aussi riches. Voilà. Et si vous êtes dans ce genre d'événement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire je suis là et tout, comme ça si on peut se rencontrer en plus, faire un petit resto ensemble et tout, moi ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois.